va voir comment VNB utilise le digital pour explorer de nouvelles opportunités et penser l'expérience client de demain. Pour en parler, je vais demander à Nicolas Borgis de Imakina de monter sur scène et à Grégory Tocute de VNB. On les applaudit bien fort. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On a ce matin entendu Emmanuel démarrer en nous parlant de crise permanente et malheureusement l'actualité lui donne un peu raison. On a aussi vu les premiers pas dans de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, dans le métavers d'un certain nombre de marques et certainement que dans les prochains mois, les prochaines années, une partie de ça sera notre réalité et la réalité de nos consommateurs. À la fin de cette matinée, on avait envie de prendre un petit peu le contre-pied de tout ça et de vous parler de convivialité. La convivialité, c'est le trait commun entre nous tous, c'est ce qui fait qu'on est dans cette salle aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on prend du plaisir à être ensemble. Et on voulait partager avec Grégory une transformation réussie du digital au service de la convivialité. Donc merci à toi Grégory. Merci. Je vais essayer d'appuyer sur le bouton, il y a un gros truc vert, ça doit être ça. Voilà. On va vous parler de VNB. Alors VNB existe depuis plus d'une vingtaine d'années, mais probablement qu'un certain nombre d'entre vous, surtout les Parisiens, connaissent pas le concept. Et je vais laisser la parole à Grégory. Ouais, bonjour à tous. En fait, donc, on est les inventeurs du concept cave-bar. Donc, dans le même lieu, vous avez une partie caviste et une partie bar, qui sont des bars d'after-work, qui ferment vers 21h. Et donc, on a été créé il y a une vingtaine d'années. Et donc, on s'est développé beaucoup sur le territoire. Alors, comme disait Nicolas, encore assez peu sur la région Île-de-France. Par contre, on est très, très présent en province. On cible plutôt les petites villes pour animer justement ces petites villes avec des bars et des lieux de vie très conviviaux. Et alors, on voit ici un certain nombre de chiffres. Est-ce que tu peux en commenter quelques-uns pour nous donner une idée de la dynamique ? Alors oui, on a donc un peu plus de 20 ans, on a fêté nos 20 ans l'année dernière, ça a été inventé donc en 2001 en Mayenne, on est une entreprise mayonnaise, on est basé à Château-Gontier en Mayenne, une petite ville. Donc on a aujourd'hui à peu près 200 on en a presque 256 aujourd'hui, magasins sur le territoire, et on en ouvre un petit peu moins maintenant, mais on en ouvrait à peu près jusqu'à 25-30 par an les dernières années. Depuis le Covid, maintenant on est plus entre une quinzaine et une vingtaine par an quand même. Donc on s'est développé très vite, surtout depuis 2015, où la courbe, donc on est passé dans un modèle presque d'hyper-croissance, parce qu'on ouvrait quasiment un ou deux magasins par mois, donc ça va très vite. Et donc on a à peu près 5000 références que vous pouvez retrouver sur le web, mais surtout pas autant de références sur les magasins, mais dans nos magasins répartis sur le territoire. Voilà. Quand on préparait cette intervention, tu m'as partagé une anecdote intéressante. Aujourd'hui, vous êtes le plus grand bar de France. Oui, on est le plus gros bar de France, en fait, parce que, mine de rien, bout à bout, ça fait 2,5 km de bar. Donc, ça fait, voilà, on peut se revendiquer sans rougir d'être le plus gros bar de France. Alors, vous avez une obsession, et c'est ce qui va nous guider. Votre obsession, c'est l'expérience client. Ouais. C'est évidemment la convivialité, mais c'est surtout l'expérience. Et quand on parle de clients, dans votre cas, on parle de deux audiences distinctes. On parle à la fois des cavistes, et puis on parle aussi des consommateurs. Vous avez fait un choix très tôt d'intégration verticale. Est-ce que tu peux nous dire à la fois ce que ça recouvre et surtout ce que ça vous permet ? Alors oui, effectivement, on internalise énormément de choses. Donc bon, le sourcing, comme toute franchise, nous sommes une franchise, le sourcing est chez nous. On produit un petit peu aussi, mais surtout, effectivement, on a les technologies magasins, donc tout ce qui est la commercique, même jusqu'au TPE qu'on ne sous-traite pas. On internalise absolument tout. Sur ces sujets-là, la menuiserie, on a nos propres menuisiers, on a nos propres dessinateurs, on fabrique donc les meubles des magasins, vous voyez, classique chez les cavistes, vous voyez les armoires à alcool, etc. Les bars sont fabriqués, c'est la même équipe qui fabrique, qui carle, qui fait, etc. Donc on a toujours la même équipe. La logistique et le transport hors e-commerce, donc le transport qui est réachalant de nos magasins, c'est notre propre flotte de camions, nos propres chauffeurs salariés, notre propre entreprise de transport qui est même certifiée douane. Donc voilà, on a énormément de choses qu'on fait et j'en passe. Nos vêtements aussi sont faits avec une entreprise dans laquelle on est actionnaire. Voilà, donc on a vraiment cette chaîne de valeur qu'on essaye de maîtriser, ce qui nous apporte une énorme agilité, notamment pendant le Covid.
puisqu'on peut, effectivement, les décisions sont assez courtes, les chaînes de décision sont courtes, et c'est très facile de réagir sans avoir effectivement un parc de prestataires énorme à coordonner. Alors on voit que le concept a connu un franc succès. On voit aussi que vous continuez de vous développer fortement. Vous êtes le leader sur ce domaine-là. Et vous êtes confronté au problème d'un certain nombre de marques aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que vous existez. Ça fait 20 ans que vous êtes le numéro 1, le premier. Comment est-ce qu'on arrive à rester premier? Comment est-ce qu'on arrive à se challenger? Et comment est-ce qu'on évite à un moment de fermer les yeux et de ne plus être pertinent à la fois pour les cavistes et évidemment aussi pour les consommateurs? Alors en fait, on essaie de travailler avec le plus d'humilité possible. C'est une de notre marque de fabrique. Malgré notre statut de leader, on ne l'a jamais considéré comme quelque chose d'absolu et d'éternel. Et on essaie de se réinventer vraiment. Mais c'est vraiment une culture, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un mot qu'on lance comme ça. On a vraiment cette culture de se remettre en question en permanence sur même nos fondamentaux. Et effectivement, notre vrai point fort, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de rester pionniers, et même si on les re-challenge régulièrement, c'est cette convivialité en fait. C'est vraiment notre marque, notre punchline, c'est partageur de bons moments. Et effectivement, c'est vraiment ça, ce sont des lieux de convivialité. Et malgré ce qu'on peut, enfin, le monde actuel est quand même pas toujours très gai. Et effectivement, si on peut offrir cette petite fenêtre de convivialité, de bonheur aux gens, c'est vraiment notre marque de fabrique. Ils sont très incarnés par nos VNBs. Les franchisés sont recrutés de façon très méticuleuse parce qu'ils incarnent réellement la marque, sont des vrais ambassadeurs. Et c'est eux qui font le succès. On a certaines petites villes, j'ai une anecdote d'une petite ville dans l'ouest de la France, où la ville entière va dans le menu parce que le gérant qui est devenu une personnalité du coin, tellement il incarne ça. Et puis effectivement, on a été les premiers, même si on a importé massivement le concept de l'afterwork, hein, qui est maintenant très généralisé, et surtout la bière craft. Pour ceux qui ne connaissent pas les craft, la bière en général, c'est à la différence des bières industrielles, ce sont des bières artisanales avec des recettes originales, plutôt premium, hein, et ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a été l'importateur, et c'est nous qui avons popularisé la mode craft, les IPA, c'est nous qui avons importé maintenant on en voit partout. Voilà, par exemple. Donc les produits aussi. Alors Grégory et Modeste, on a eu la chance de travailler ensemble, et en fait, cette obsession qu'ils ont de l'expérience, elle se traduit de différentes façons. On les a ensemble, on a travaillé à regarder ce que les concurrents, qu'ils soient indépendants ou que ce soit d'autres enseignes, font, pour essayer de comprendre en fait quelles sont les attentes des consommateurs. On a aussi modelé les parcours, à la fois les parcours des cavistes en boutique, mais également les parcours des consommateurs, pour identifier les irritants et pour toujours en fait se challenger. Et pour se dire, ce qui marche aujourd'hui ne marchera probablement pas demain, ce qui a marché pendant le Covid ne marchera probablement pas demain, comment est-ce qu'on fait mieux? Il y a un exemple que j'aime beaucoup, au cœur du contrat d'expérience de VNB, vous l'avez compris, c'est la convivialité. Pour éviter les problèmes d'alcool, VNB ferme à partir de 21h, donc renonce à du chiffre d'affaires pour faire en sorte que cette convivialité, elle puisse s'exprimer sur le point de vente avec des poussettes, des familles, des collègues de travail. Et on sait que les problèmes liés, on va dire, à l'abus, arrivent généralement plus tard dans la soirée. En faisant ça, ils renoncent à une partie du chiffre d'affaires, mais ils sont extrêmement clairs sur quel est le contrat qu'ils passent avec leurs audiences. Il y a, à partir du moment où on a identifié quels étaient ces irritants et surtout quels étaient finalement les moments de vérité de ces différents parcours, ça a permis de travailler avec VNB sur un certain nombre de chantiers et donc de mettre le digital au service de la convivialité. Est-ce que tu veux nous donner quelques exemples? Alors effectivement, on a renouvelé complètement l'écosystème digital et technologique d'ailleurs au sens large, hein. On a démarré par des logiques, on est remonté aux produits, hein, pour démarrer sur donc on a revu complètement notre base produit, on s'est équipé d'outils, on parle d'Akeneo, mais voilà, d'un outil de PIM. On est en train de travailler, parce que ce n'est pas en prod, le site que vous voyez là, la capture d'écran, c'est le site actuel. On est en train de travailler à la refonte du site et de notre portail de commandes franchisées, unifié sur une même technologie qui s'appelle Eurocommerce, qui va nous permettre justement de cultiver cet écosystème et de nourrir et de l'alimenter, de le faire grandir, et le connecter aussi à un tout nouveau système de caisse, comme je vous disais, qu'on fait nous-mêmes, hein. Et on a complètement renouvelé ce système-là. Il n'y a que 25 magasins qui en profitent pour l'instant. Mais effectivement, on est en train de le déployer plus massivement pour aller vers une expérience client en magasin beaucoup plus souple et beaucoup plus de bien meilleure qualité encore.
Alors, un des exemples importants, la caisse. Pourquoi est-ce qu'on internaliserait la caisse et pourquoi est-ce qu'on la repenserait? Quand vous rentrez dans un point de vente, si vous allez côté cave, vous avez besoin d'être guidé. Si vous choisissez un whisky, si vous choisissez une bière et que vous n'êtes pas un expert, ce que vous attendez, c'est du service. Si la personne qui vous accueille est bloquée derrière sa caisse, ça marche moins bien. Et quand vous êtes côté bar, ce que vous voulez, c'est de la convivialité. Vous voulez être encaissé rapidement et vous voulez éventuellement passer du temps à discuter avec la personne qui est derrière le comptoir ou avec vos amis. Ce que Grégory me partageait, c'est que les premiers magasins qui ont déployé ce système, qu'ils ont développé, qu'ils ont façonné pour répondre au plus près aux besoins et aux attentes, notamment des cavistes, leur permet aujourd'hui d'encaisser en un peu moins de 8 secondes une consommation, là où avant, il leur fallait plus d'1 minute. Ça paraît rien, mais quand vous êtes sur un coup de chaud, ça change absolument tout. Tout à fait. Et donc, on est encore fidèle avec ce concept de convivialité. Mais il faut aller un cran plus loin, parce que, et je vous l'ai dit en introduction, le digital peut se mettre au service d'une expérience. Les marques fortes, c'est celles qui vivent complètement le contrat qu'elles passent avec leurs audiences et qui vont bien au-delà d'une promesse initiale. Vous avez lancé, à la fin de l'été, la 2e édition d'un festival, un festival de musique. Festival de musique, ouais. La 2e édition. C'est la 2e fois qu'ils le font. Leur budget marketing était de 0. Quasiment. Ils ont accueilli, en 3 jours, 120 000 personnes. Ils ont eu des têtes d'affiche assez redoutables. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, c'est ça. Alors, en fait, on l'a fait un petit peu comme on fait pour d'autres projets chez VNB. On a essayé d'aborder ça avec humilité, n'étant pas du métier. Donc tous les gens qui travaillent, on est une petite équipe à l'organisation de 25 personnes et dont 3 professionnels depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis le premier festival qui a eu lieu avant le Covid, qui s'est interrompu pendant le Covid bien évidemment. Mais et effectivement, on a essayé de le faire à notre manière et de mettre cette patte VNB. Effectivement, on a accueilli 120 000 personnes en Mayenne, Château-Gontier, on a racheté tout un domaine pour pouvoir accueillir tout le monde. On avait Orelsan, Section d'Assaut, Martin Garrix, enfin donc de Calogero, enfin plein de têtes d'affiche et qu'on a réussi à faire venir dans ce nouveau festival. Et effectivement, ce qui est marrant, c'est que ça soit des retours des artistes, voire des très gros artistes que je vous ai cités, comme des festivaliers, c'est le côté familial. Très humble et justement cette convivialité qui transpirait sur scène comme dans les bars ou dans les différents endroits du festival. Donc on est très fiers de ce projet parce que c'est encore l'incarnation de nos valeurs dans un autre domaine. Alors ça reste un petit peu lié, mais effectivement dans un autre domaine et on est vraiment super fiers de ce projet. Et c'est tellement vrai qu'en fait vous déployez sur tout un tas de territoires. Là, on a parlé du VNB Fest. Je crois que vous accompagnez également une course dans pas très longtemps. Oui, on a une écurie sur la. Enfin, on a un bateau en partenariat avec deux autres entreprises et le département de la Mayenne. On a fini 10e du Vendée Globe sur le bateau VNB. Et là, on s'aligne sur la route du Rhum. C'est un nouveau bateau, donc on va être très humble sur les résultats. Mais par contre, on est un des favoris probablement sur le prochain Vendée Globe. Voilà. Et donc vous voyez que, encore une fois, le digital permet évidemment d'accompagner le mieux possible à la fois les cavistes et les consommateurs. Ça permet surtout en fait de donner vie au cœur de l'expérience et de ne jamais se tromper. Et cette expérience, c'est la convivialité. D'ailleurs, et en termes de conclusion, on est ce que beaucoup de distributeurs, d'enseignes, même de marques, ce à quoi tout le monde aspire finalement, c'est de dépasser le pur domaine transactionnel pour aller à ce qu'on appelle la love brand. Alors vous le voyez sur l'écran, vous le voyez en haut, l'exemple qu'on voit dans tous les livres de management, c'est celui d'Harley Davidson, où vous avez certains bikers qui vont jusqu'à se faire tatouer sur le cou ou sur d'autres parties plus intimes de leur corps le logo de la marque. C'est aussi le cas pour VNB, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'une marque finalement assez jeune, qui a vu le jour il y a un peu plus de 20 ans, aujourd'hui est en train d'accéder au statut de love brand. Est-ce que tu veux commenter, Grégory ? Oui, alors il y a vraiment un vrai attachement à la marque. Tout ça sont des vraies photos, c'est des vrais tatouages, pas des autocollants. Donc pourquoi on en est arrivé là, c'est que quand on crée un lieu de vie, surtout qu'on s'est beaucoup implanté dans des petites villes en province, on commence à arriver un peu partout. On espère ouvrir à Paris dans quelques années. Mais je veux dire,
on incarne plutôt une vision provinciale, on va dire, dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme, avec ce lieu de vie dans parfois des petites villes de 8 000, 10 000 habitants, et où les jeunes se retrouvent. Parfois, ils ont rencontré leur mari, leur femme, ils viennent avec leurs enfants. Et en fait, c'est le prolongement, et vu qu'on est dans une logique d'after work, c'est le prolongement aussi d'un petit peu de leur maison. Et c'est vraiment un lieu de vie. Et donc, je pense que les gens, de fait, sont très, très attachés à leur VNB. Et ils le disent, c'est mon VNB. Ils en sont très fiers. Et on est vraiment très, très fiers de ça. Merci beaucoup, Grégory. Alors, on vous a fait un petit peu de teasing. Si vous voulez savoir comment est-ce que ça se passe derrière la scène, on anime une masterclass tout à l'heure et on sera très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci à tous.